Bon, bienvenue à cette 4e séance. Donc le but du cours d'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on va parler très peu vraiment d'atomes froids. Le but du cours, c'est de vous donner un petit peu une idée globale, forcément assez superficielle, des différentes méthodes numériques qui permettent d'aborder actuellement des problèmes à une corps fermionique comme le modèle de Hubbard bidimensionnel par exemple. Donc ce que j'espère arriver à faire, bien que ce soit un peu ambitieux, c'est qu'à la fin du cours, vous ayez un petit peu une idée de ces méthodes, des concepts qui sont à la base de ces méthodes, mais aussi de l'état de l'art, de leurs limitations et de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui du point de vue computationnel. Et puis évidemment, on va lier ça à la phénoménologie du modèle de Hubbard à 2 dimensions, ce qui est maintenant établi, quels sont les points encore ouverts. Et je ne pense pas que tout ça va tenir en une séance, donc je risque de déborder un petit peu sur la séance suivante. Donc voilà, disons, le menu du cours. Et puis bien sûr, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Immanuel Bloch, qui est un pionnier du domaine, comme vous le savez, et qui va nous parler de Quantum Simulations and Computing with Fermions. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier un très grand nombre d'amis et de collaborateurs et de collaboratrices avec qui j'ai travaillé sur ce sujet depuis de nombreuses années, et en particulier sur le modèle de Hubbard bidimensionnel. J'en ai sans doute oublié sur ce slide, mais certainement ils m'ont beaucoup appris, et sans eux, ce cours ne pourrait pas vraiment avoir lieu. Alors, je vous rappelle bien sûr de quoi il s'agit quand on parle du modèle de Hubbard fermionique. On a les fermions, disons, à 2 composantes qui sautent d'un site sur l'autre avec une amplitude t. Dans la plupart du cours d'aujourd'hui, on va surtout parler du cas où l'amplitude de saut est purement entre plus proches voisins. De temps en temps, je ferai une allusion à ce qui se passe quand on met un t'. Voilà, et donc je vous rappelle que l'espace des paramètres est un espace de paramètres très simple finalement. On a la constante de couplage U en unité du hopping, la densité de particules. On va surtout s'intéresser au régime, disons, difficile du point de vue de la simulation, aussi bien d'ailleurs de la simulation expérimentale que de la simulation computationnelle, qui sont les régimes près du demi-remplissage. Et puis, la température joue évidemment un rôle très important dans ce domaine. Alors, juste pour vous mettre en appétit, avant de passer aux aspects numériques, je voudrais vous dire un petit peu, de manière très très qualitative, ce qu'on pense savoir aujourd'hui sur le modèle de Hubbard à 2D. D'abord, du point de vue de son état fondamental. Donc ça, c'est un petit peu générique. Je ne précise pas si T' est nécessaire ou pas à ce stade. Mais disons de manière générique, on a vu dans les cours précédents qu'à dopage nul, l'état fondamental était un état antiferromagnétique ordonné. Et la question, c'est que devient cet état fondamental quand on commence à introduire des lacunes, des trous dans le système. Et comme vous allez le voir vers la fin de ce cours, ou peut-être plutôt au début du cours prochain, ce qui est maintenant établi, c'est qu'en l'absence de T', l'état fondamental est dans une large mesure ce qu'on appelle un état de stripes, ou je ne sais pas très bien comment le traduire en français, disons de ruban. Et on verra quelle est la nature de cet état. En gros, il s'agit d'un état dans lequel les trous s'organisent en structures unidimensionnelles qui séparent des régions d'antiferromagnétisme, qui sont essentiellement des régions où l'ordre antiferromagnétique n'est pas perturbé, avec un saut de phase entre 2 domaines séparés par un ruban de trous. En présence de T', on a maintenant de très fortes évidences computationnelles que l'état fondamental peut devenir un état supra avec une symétrie D. Il est possible que certaines régions du diagramme de phase l'autorisent également à T'0, donc ça, j'en parlerai un petit peu dans la suite. Et puis, quand on dope plus, on obtient un métal plus conventionnel, qui bien sûr, par des arguments d'ordre général, puisqu'aucun liquide de Fermi n'est vraiment stable jusqu'à température nulle, peut avoir une instabilité également du type supraconductrice, mais impliquant des échelles d'énergie extrêmement faibles, de type Cohn-Luttinger. Alors ça, c'est la situation, disons, à température nulle.
et vous verrez comment elle émerge des calculs numériques. Vous verrez aussi quels sont les points ouverts. Ce n'est pas pour dire que tout est résolu, loin de là. Et voilà un petit peu la situation de ce qu'on pense savoir sur les crossovers à température finie. Donc, l'antiferromagnétisme disparaît rapidement avec la température. De toute façon, ici, il s'agit d'une ligne de crossover. Vous vous souvenez de Mermin-Wagner qui nous dit qu'il n'y a pas de brisure de symétrie continue à température finie, donc il n'y a pas vraiment d'ordre de spin à longue portée. Mais en revanche, il peut y avoir un ordre de charge à longue portée, puisque l'ordre de charge brise une symétrie discrète. Et donc, cet ordre de Stripes dont je parlais tout à l'heure, il devrait, par des arguments d'ordre général, subsister sous la forme d'un ordre à longue portée de charge uniquement à température finie. Et ça, c'est une transition de phase sur laquelle il y a comparativement relativement peu de travaux, dont je parlerai vers la fin de ce cours. Donc on s'attend à ce qu'il y ait une transition de phase, dont la nature n'est pas complètement comprise d'ailleurs, vers une onde de densité de charge. Et puis au-dessus de cette température, j'y ai déjà fait allusion, je pense, dans les cours précédents, mais on va rentrer dans le vif du sujet dans ce cours, il y a un état métallique qui est un état métallique inhabituel, un état métallique qui présente ce qu'on appelle un pseudo-gap, on verra ce que ça veut dire un déficit d'excitation à basse énergie. Donc ça, c'est maintenant bien établi, et je pense que, au moins dans le cadre précis du modèle de Hubbard à 2D, la nature physique du pseudo-gap est quelque chose qu'on comprend maintenant relativement bien. Et puis, comme je le disais, on peut avoir, selon T', une phase supraconductrice. Et puis le système évolue à plus grand dopage vers un état métallique plus conventionnel. Une des questions qui reste encore très ouverte, c'est de savoir si dans le pur modèle de Hubbard, dans l'absence de désordre, il y a bien une phase qu'on a l'habitude d'appeler métal étrange, c'est-à-dire une phase dans laquelle le transport électronique n'est pas celui d'un liquide de Fermi conventionnel, bien qu'avec des libres parcours moyens longs. Et ça, c'est une question qui est encore dans une large mesure ouverte. Je n'en parlerai pas beaucoup dans ce cours, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous référer à mon cours d'il y a quelques années sur le modèle SYK, dans lesquels j'ai pas mal parlé de cette question, et en particulier de l'introduction du désordre dans ces modèles, qui conduit à des théories du métal étrange. Donc voilà un petit peu, de manière extrêmement qualitative, ce qu'on sait, et je vais revenir sur ces différents régimes plus en détail, une fois qu'on aura passé en revue, disons, les méthodes numériques disponibles pour aborder ce problème. Alors vous voyez que ce diagramme de phase, il est évidemment, il rappelle quand même beaucoup, peut-être de manière un peu suspecte, ce qu'on sait sur le diagramme de phase expérimental des cuprates supraconducteurs, qui ont également une phase antiferromagnétique, une phase de supra-D, des ordres de densité de charge, et puis une phase pseudo-gap, et une phase de métal étrange qui, elle, est bien caractérisée dans le cas des cuprates du point de vue expérimental. Et donc, je pense qu'on peut conclure de cette similarité de ces deux slides qu'il est maintenant assez clairement établi qu'au moins du point de vue qualitatif, le modèle de Hubbard à une bande, à 2 dimensions, essentiellement, a les ingrédients nécessaires au moins pour décrire la phénoménologie des cuprates. Voilà, donc ça c'était quelques slides d'introduction, juste pour un petit peu poser, si vous voulez, la scène du problème. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est un peu changer de vitesse et vous parler de méthode numérique. Donc le premier slide ici essaye d'organiser, qui est un peu chargé, je suis désolé, mais l'idée de ce transparent, c'est d'essayer d'organiser ces méthodes numériques selon à la fois leur régime de paramètres dans lesquels elles sont capables de travailler, mais également le concept qui est derrière l'élaboration de ces algorithmes. Donc une chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est que, comme vous savez, le problème à n-corps quantique est un problème exponentiellement difficile. Donc c'est un problème qu'on ne va pas résoudre juste en fabriquant des ordinateurs un peu plus gros, un peu plus puissants chaque année, puisqu'on est face à un mur exponentiel. J'ai déjà rappelé ça, je pense, dans un des cours précédents. Si vous cherchez à stocker la fonction d'onde d'un modèle de spin d'Heisenberg en ayant à votre disposition tous les disques durs du monde,
eh bien, vous arriverez à stocker la fonction d'onde, une fonction d'onde, d'environ 80 spins. Donc c'est évidemment un nombre quand même très très petit. S'il s'agit du modèle de Hubbard, c'est encore bien moins, puisqu'il y a 4 états par site. Vous voyez que ce genre, et si vous voulez diagonaliser et trouver juste le fondamental d'un modèle de Heisenberg, vous pouvez faire aujourd'hui 50 spins. Et si demain, dans 18 mois, à la loi de Moore, vous avez des ordinateurs 2 fois plus puissants, vous allez faire peut-être 50 spins et demi ou 51 spins. Donc ce n'est pas ça qui va vous faire gagner le mur exponentiel. Donc il faut développer des algorithmes qui, chacun à leur manière, simplifient ce problème, le réduisent, le compressent, enfin bon, il y a différentes stratégies. Et derrière chacun de ces algorithmes, il y a en fait une idée, un concept qui peut être une idée physique, qui peut être une idée de mathématiques appliquées, mais il y a toujours un principe directeur. Donc il ne s'agit pas juste de prendre un gros ordinateur et de programmer les équations de base, hein, mais il s'agit d'entrer dans le cœur du problème. Et donc ce que j'ai essayé de faire sur ce slide, c'est d'organiser ces méthodes. Donc ici vous avez 2 axes, vous avez la température et la constante de couplage. Et je voudrais d'abord me focaliser sur une classe de méthodes qui, dans une première approximation au moins, se concentre uniquement sur l'état fondamental du système. C'est-à-dire la question qu'on va se poser, c'est quel est l'état fondamental, quelle est la fonction d'onde, et peut-être de manière plus physique, quelle est la nature des corrélateurs, des fonctions de corrélation, dans l'état fondamental du système à température nulle. Donc c'est des méthodes qui travaillent ici. Et là, le problème auquel on est confronté, c'est évidemment qu'une diagonalisation exacte, même avec un algorithme de Lanczos, comme je viens de le dire, est confrontée à ce mur exponentiel. Et même le stockage de la fonction d'onde est complexe. Donc, le concept clé, ça va être l'idée de compresser cette fonction d'onde. Donc, il va faire exactement de la même manière que quand vous avez une image avec n pixels, qui peuvent prendre, disons, 2 puissance n valeurs. C'est aussi un problème exponentiel. Pour compresser, pour manipuler cette image, il faut compresser l'information, et vous connaissez tous les standards de compression, JPEG, etc. Et de la même manière ici, on va utiliser des techniques de compression pour réduire l'information contenue dans la fonction d'onde, en espérant ne pas perdre l'information physiquement importante. Alors évidemment, ça c'est possible uniquement si ces fonctions se laissent compresser. Et le concept qui est derrière ça, c'est le concept d'intrication, ou entanglement en anglais. C'est l'idée que si je prends 2 parties du système, eh bien, rapidement, quand je fais croître la taille de ces 2 parties et qu'elles sont séparées, l'information qui est dans l'une ne dépend que faiblement de l'information qui est dans l'autre. Et donc ça permet d'avoir des techniques de compression efficaces. Alors évidemment, la clé, enfin l'algorithme vedette, plus exactement la méthode de compression vedette dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle les états produits de matrice, ou matrix product states en anglais, dont je vais parler très brièvement dans la suite. Et l'algorithme d'optimisation, qui a été un très très grand succès, inventé en 1992 par Steve White, c'est DMRG, Density Matrix Renormalization Group. Donc voilà, donc il y a une structure algébrique, si vous voulez, une structure d'analyse d'algèbre linéaire, qui sont ces états produits de matrice, et puis il y a un algorithme d'optimisation, il faut bien distinguer les 2 choses. DMRG est une méthode variationnelle, qui permet d'appliquer un algorithme d'optimisation variationnelle sur une représentation compressée de la fonction d'onde, avec un principe physique qui est maîtriser l'intrication. Alors, il y a d'autres manières d'aborder ce problème de l'état fondamental. Il y en a un qui a connu beaucoup de développement très récemment, qui sont ce qu'on appelle les Neural Quantum States. C'est-à-dire qu'on utilise une autre technique d'encodage de la fonction d'onde, qui est l'encodage par un réseau de neurones. Et je vous renvoie à mon cours d'il y a 2 ans, où j'ai donné une série de cours sur ce sujet. Puis il y a évidemment d'autres méthodes qui sont plus des méthodes de type Monte-Carlo, mais de Monte-Carlo pour la fonction d'onde. Donc toutes les techniques de Monte-Carlo variationnel, et en particulier les méthodes de Constraint Path Auxiliary Field Monte-Carlo, dont Shiwei Zhang a parlé la semaine dernière,
peuvent être appliquées soit comme des méthodes de température finie, soit comme des méthodes où on cherche à déterminer la fonction d'onde du fondamental. Voilà, donc toute cette classe de méthodes, elle travaille à température nulle en première approximation. Et comme on va le voir, un des développements récents intéressants, c'est que certaines de ces méthodes ont été étendues à température finie, ce qui permet d'utiliser ce type d'approche et ce type de concept pour aller explorer certains des crossovers dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, puisqu'on parle de température finie, montons sur l'axe des températures, cette fois tout à fait dans le haut de ce diagramme. Donc, si on est dans un régime de haute température, mais ça s'appliquerait aussi à basse température et à haut dopage, quand les densités sont faibles, par exemple, on s'attend simplement notre intuition physique, à ce que les corrélations spatiales décroissent vite. Quand vous montez en température, dans n'importe quel problème de physique, les longueurs de corrélation deviennent petites. Et donc, ça veut dire que les différentes entités dans le système fluctuent beaucoup, le système devient très local, et au moins du point de vue des corrélations spatiales, et il devrait y avoir une manière d'exploiter cette localité, de nouveau pour construire des algorithmes et aborder ce problème de manière computationnelle. Alors ça, c'est toute l'idée des méthodes qui s'appellent maintenant embedding methods, ou je ne sais pas très bien comment traduire en français, méthode d'inclusion quantique, dont la théorie de champ moyen dynamique est une version importante et une des premières. Mais de manière importante, pour le modèle du Hubbard 2D, il est nécessaire d'étendre, et on va le voir plus tard, cette méthode de champ moyen dynamique pour quand même introduire des corrélations spatiales non locales qui sont essentielles à 2 dimensions. Alors là, vous voyez que, de nouveau, il s'agit d'une méthode qui utilise un principe physique qui est la localité spatiale, pour utiliser ce principe à notre avantage dans des algorithmes de simulation. Et de nouveau, ces méthodes sont précises à haute température, mais en les généralisant, on va voir comment, on peut introduire des corrélations spatiales de portée de plus en plus grande, et on peut au contraire, cette fois, descendre en température dans un régime où les longueurs de corrélation vont devenir plus grandes. Et ça veut dire que, si on a de la chance, il va y avoir un régime ici, dans lequel on va pouvoir faire se parler ensemble les méthodes qui sont des généralisations à température finie des méthodes d'état fondamental, des méthodes variationnelles par exemple, et les extensions des méthodes d'inclusion quantique vers les températures plus basses. Et c'est un des développements, à mon avis, les plus importants du domaine au cours de ces 15 dernières années, que d'avoir vu cette rencontre entre ces différents types de méthodes. Jusqu'à il y a peut-être 15 ans, la physique que ces méthodes-là voyaient était assez différente des conclusions qu'on atteignait en utilisant ce type de méthode. Et ce n'est pas très étonnant, puisqu'elles se passaient dans des régimes de paramètres différents. Et maintenant, le brouillard se dissipe grâce à cette rencontre, et on commence à avoir une vision plus globale du système. Et puis, évidemment, il y a une troisième catégorie de méthodes qui est très générale, mais qui s'applique dans un certain nombre de ces régimes, qui sont toutes les méthodes basées sur l'échantillonnage Monte-Carlo. Alors, selon les cas, c'est des méthodes qui s'appliquent bien soit à haute température, soit dans des régimes de couplage faibles à intermédiaires. On va voir tout ça un peu plus en détail. Il y a différentes variantes. Il y a le bon vieux Monte-Carlo déterminantal, dont je vais parler un tout petit peu maintenant. Il y a les méthodes de Monte-Carlo diagrammatique, qui ont permis beaucoup de progrès au sujet. Et puis, il y a les méthodes dont Shi-Wei Zhang nous a parlé la semaine dernière, de Constraint Path et FQMC. Et tout ça est une troisième classe de méthodes qui nous permet, qui se mélange éventuellement avec les autres, comme vous allez voir, qui nous permet d'aborder ces questions. Donc voilà un petit peu, très loin, une organisation des différentes méthodes. Et comme je le disais, les 10-15 dernières années ont été très excitantes parce qu'on a vu apparaître des travaux, beaucoup stimulés par la Simon's Collaboration on Many Electron Problem, qui mettent ensemble ces différentes méthodes.
par exemple DMRG et Constraint Path AFQMC, ou les méthodes d'embedding et les méthodes de Monte Carlo diagrammatique, etc., pour aborder un certain nombre de problèmes physiques, alors qu'ils peuvent être le modèle de Hubbard bidimensionnel, mais qui peuvent être la chaîne d'atomes hydrogène, enfin il y a toute une série d'applications. Et selon l'algorithme utilisé, aborder différents types de fonctions de corrélation, ou également s'assurer que les résultats sont cohérents entre une méthode et une autre, donner des sortes de benchmarks computationnels pour le problème, et ça a quand même beaucoup transformé le sujet. Donc voilà quelques exemples, il y a beaucoup d'autres articles qui ont suivi cette voie-là. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'introduction générale que je voulais faire au cours d'aujourd'hui. Maintenant on va un peu entrer dans le vif du sujet, mais toujours de manière un peu superficielle forcément, parce que décrire les principes généraux derrière les méthodes computationnelles en 3/4 d'heure, c'est quand même un peu ambitieux. Et je voudrais commencer par les méthodes de température finie, et disons, à tout seigneur, tout honneur, commencer par le bon vieux Monte Carlo déterminantal, qui est un petit peu une méthode universelle quand on peut l'appliquer, si vous voulez, qui est un peu l'ancêtre de toutes les méthodes de Monte Carlo de champ auxiliaire. Donc je vais assez rapidement décrire comment ça marche, en essayant juste de vous distiller l'essentiel de l'idée. Donc, l'idée de ces méthodes de champ auxiliaire, c'est que, évidemment, l'hamiltonien est constitué de deux termes, un terme sans quadratique, H0, qu'on sait résoudre, puisque problème gaussien ou quadratique, et puis un terme d'interaction qui est quartique dans les fermions, qui est le terme difficile, et évidemment, H0 et H interaction ne commutent pas, parce que s'ils commutaient, on pourrait les diagonaliser dans la même base et on pourrait rentrer à la maison content. Donc ces deux termes ne commutent pas, et en particulier, il serait incorrect d'écrire, par exemple, si vous vous intéressez à la fonction de partition du problème, il serait incorrect d'écrire que exponentielle moins bêta h, c'est exponentielle moins bêta h0 fois exponentielle moins bêta h interaction. Donc la première chose qu'on fait, au moins dans la version historique de cet algorithme, on peut le généraliser en temps continu, mais ici je décris le canal historique, disons, en temps discret. La première chose qu'on fait, c'est de discrétiser le temps en un certain nombre L de tranches de temps. Donc on va travailler ici, vous voyez qu'ici il n'y a pas de I, hein, c'est pas une faute de frappe, c'est bien l'opérateur d'évolution correspondant à la fonction de partition, si vous voulez, exponentielle moins taux h, où taux est un temps imaginaire qui varie entre 0 et bêta, bêta c'est 1 sur kt. Et donc on discrétise cette évolution en utilisant ce qu'on appelle la formule de Trotter. Donc la formule de Trotter, elle consiste à dire que si la tranche de temps delta tau est suffisamment petite, quand je factorise exponentielle moins delta tau h en produit de deux exponentielles, eh bien, l'erreur qu'on produit est d'ordre supérieur en delta tau. Et donc, je peux écrire la fonction de partition de manière approchée, comme la trace du produit sur les tranches de temps de ces deux opérateurs d'évolution. Évidemment, pour atteindre la limite qui nous intéresse, il va falloir s'assurer que delta tau est suffisamment petit. En fait, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer de la convergence des résultats dans la limite L tend vers 0. Donc, typiquement, on va calculer à L fini et puis faire des extrapolations de taille finie en L, dans la discrétisation du temps, pour s'assurer de la convergence. Et cette méthode, elle marche aussi sur des réseaux de taille finie. Donc il y a une double extrapolation. Il y a une extrapolation dans le nombre de tranches de temps, et puis il y a une extrapolation dans la taille du système. Ce qui vous dit déjà que c'est un certain poids computationnel. Alors, OK, on a discrétisé, mais cet opérateur d'évolution reste un opérateur d'évolution quartique. Et là, l'idée, c'est d'introduire ce qu'on appelle des champs auxiliaires qui permettent de convertir un hamiltonien d'interaction en un hamiltonien quadratique en présence d'une configuration donnée des champs auxiliaires. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, vous êtes habitué à ça dans le contexte des intégrales gaussiennes. Vous savez qu'une fonction gaussienne, exponentielle moins alpha x2, je peux la représenter
comme une intégrale sur dy, exponentielle d'un poids quadratique, fois exponentielle d'un terme linéaire, alpha fois y. Donc j'ai converti quelque chose de quadratique en une intégrale d'exponentielle de termes linéaires. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici, mais on le fait dans ce cas, disons, le plus simple de l'algorithme, on le fait non pas avec des variables continues, mais avec des variables discrètes, en l'occurrence des variables d'Ising. Donc on utilise cette identité ici, qui s'appelle quelquefois la transformation de Hubbard-Stratonovich discrète, ou c'est une version discrète de l'intégrale gaussienne, si vous voulez, qui consiste à écrire la chose suivante. Si je regarde mon opérateur d'évolution sur une tranche de temps donnée pour la partie en interaction, donc là, ici, j'ai normalisé l'interaction de Hubbard en U n-up moins 1,5, n-down moins 1,5, eh bien, je peux facilement m'apercevoir que cette expression, en termes d'opérateur, est égale à celle à droite ici, où petit s est un spin d'Ising qui peut valoir plus ou moins 1. Et ici, je prends simplement la trace sur deux termes, s égale plus ou moins 1 de ce terme ici. Donc ça fait cosinus hyperbolique de n-up moins n-down fois lambda, en tenant compte du facteur 2 qui est là. Donc pour vérifier que cette identité est correcte, il suffit de vérifier cette identité sur les 4 états possibles que prennent les opérateurs ici. Il y a juste 4 configurations. La configuration 0, 0, il n'y a pas d'électron, il n'y a pas d'atome. La configuration 0, 1, il n'y a pas d'atome de spin up et un atome de spin down. La configuration 1, 0 et la configuration 1, 1, la configuration doublement occupée. Donc vous voyez que si je prends la configuration 0, 0, d'accord, donc cet objet vaut 1/4, et donc ici j'ai exponentielle moins delta tau u sur 4. D'accord. Et ici, le cosinus hyperbolique va valoir 1, puisque n-up égale n-down égale 0, et donc j'ai bien une identité. Maintenant, si je fais le même exercice avec n-up égale 1 et n-down égale 0, cette fois le produit ici vaut moins 1/4. D'accord. Et donc ici, j'ai exponentielle plus delta tau u sur 4. Donc je vais avoir ici exponentielle moins u delta tau sur 4, fois cette fois cosinus hyperbolique de lambda. Et donc si je choisis cosinus hyperbolique de lambda égale exponentielle u delta tau sur 2, ce terme fois ce terme va bien me donner exponentielle de plus u delta tau sur 4. D'accord? Et pareil pour 0,1 et pour 1,1 qui est comme 0,0. Donc j'ai vérifié cette identité de manière tout à fait pédestre en la vérifiant pour les 4 états possibles. Et pourvu que cosinus hyperbolique de lambda soit égal à ça, ce que je peux faire dans le cas U répulsif, puisque dans le cas U répulsif, cette quantité va être plus grande que 1, et donc il existe un lambda réel pour lequel ce truc-là marche, d'accord, et tout va bien. Donc voilà l'idée de base. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que le terme qui est ici, exponentielle de lambda n-up moins n-down fois s, c'est un terme qui est maintenant un terme de type sz, donc un terme quadratique dans les opérateurs de création et annihilation, qui est maintenant couplé à s, qui est notre champ auxiliaire, un champ discret d'Ising. Donc on va répéter cette opération pour chaque site du réseau et chaque tranche de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire sur chaque site du réseau un spin d'Ising, S, qui a également un indice de tranche de temps. Donc combien j'ai de champs auxiliaires? J'en ai le nombre de sites sur le réseau fois le nombre de tranches de temps. Et on va écrire, au final, que la fonction de partition du système, une fois que j'ai un problème quadratique, je peux explicitement faire la trace sur les opérateurs fermioniques, ça me donne un déterminant. Et donc, je vais pouvoir obtenir l'expression suivante, que la fonction de partition, c'est la limite quand delta tau tend vers 0, ça c'est ce qu'on a vu, et, bon, pour une taille de système donné, disons, de la somme sur toutes les valeurs possibles de mes champs auxiliaires, donc j'ai I c'est un indice de site, L c'est un indice de tranche de temps, chacun peut valoir plus ou moins 1, donc j'ai un nombre de configurations très très grand, du produit de deux déterminants, un pour les spin-up et un pour les spin-down, dans la configuration de S donnée. Donc ça, S, c'est une variable collective pour tous les SIL.
Alors d'où vient ce déterminant? Eh bien, il vient du fait que si maintenant j'ai un Hamiltonien quadratique, alors ici c'est un Hamiltonien H à n corps, somme sur AB de C croix HAB CB. HAB, c'est juste une matrice. Eh bien, c'est facile de démontrer que la trace de exponentielle moins delta tau h, la trace étant ici prise dans le sens de la trace sur l'espace de Hilbert à n corps, est égale au déterminant, là c'est juste un déterminant de cette matrice qui a la taille qu'elle a, de 1 plus exponentielle moins delta tau h. Comment est-ce que vous démontrez cette identité? C'est très simple. Il suffit de vous placer dans la base où HAB est diagonale. Donc dans la base où HAB est diagonale, cette somme de C croix HAB CB, je vais pouvoir la réécrire comme une somme sur des opérateurs tournés C tilde croix A, C tilde A, des valeurs propres de H lambda. Je vais peut-être les appeler mu A parce que lambda c'était le lambda du cosinus lambda. Et donc vous voyez ici que ce que j'ai à faire, ça c'est juste un nombre d'occupations qui vaut 0 ou 1. Et donc vous avez une fonction de partition de fermions libres que vous pouvez facilement estimer. Et sur la droite, vous reconnaissez produit sur les A de 1 plus exponentielle moins delta tau fois mu A, qui est la formule classique, si je prends le log de l'énergie libre d'un système de fermions libres. Voilà, donc ça, on a utilisé cette identité ici pour faire la trace sur les fermions, et au final, on obtient la chose suivante, où les matrices M dépendent de la configuration de champ auxiliaire, et leur expression explicite est ici. Chacune de ces matrices B ici, c'est le produit d'un exponentielle de moins petit h0, où h0 est la matrice correspondant à la partie quadratique de l'hamiltonien à un corps. Et puis ici, c'est un potentiel qui dépend de la tranche de temps et du site, et j'aurais dû mettre un indice de site aussi, et qui est égal à mon lambda, celui qui est donné par cosinus hyperbolique de lambda de tout à l'heure, fois le spin de mon atome, up ou down, d'accord, fois le champ auxiliaire SIL pour le site I et la tranche de temps L. Ce terme est un terme de potentiel, il est diagonal dans les sites, alors que l'hamiltonien H0, il contient évidemment la matrice de Saut qui couple les différents sites. Donc, au final, je ne rentre pas dans tous les détails, mais au final, j'espère vous avoir à peu près convaincu qu'on a exprimé la fonction de partition comme celle d'un modèle de spin en interaction sur une grille qui contient tous les sites du réseau, mais aussi toutes les tranches de temps. Donc, combien est-ce qu'on a de spin? Eh bien, on a L fois ns champ auxiliaire. Et puis, évidemment, j'ai un déterminant pour les spin-up et un déterminant pour les spin-down. Pour les vrais spins, hein. Il y a les champs auxiliaires qui sont des spin d'Ising, et puis il y a les spin degrés de liberté interne de mon atome, up ou down. Alors, quel est le coût algorithmique de ce truc-là? Donc maintenant, ce qu'on va faire, je ne rentre pas dans les détails de ça, mais on a donc une sorte de grand modèle d'Ising à résoudre. Et ce grand modèle d'Ising, on va le résoudre par des méthodes de Monte-Carlo. Donc, on va introduire une chaîne de Markov pour mes spins. On va proposer un changement. On va évaluer le coût de ce changement comme un rapport de déterminant. Et puis, on va accepter ou refuser selon les règles habituelles du bilan détaillé. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les méthodes Monte-Carlo, vous pouvez venir à la dernière séance de ce cycle de cours. On parlera pas mal de Monte-Carlo. Vous pouvez aussi regarder mon cours d'il y a 2-3 ans où j'avais pas mal parlé d'algorithmes de chaîne de Markov dans le contexte des réseaux de neurones. Donc quel est le coût algorithmique? Vous voyez que le coût algorithmique, il est d'abord qu'il faut évaluer ses déterminants. Donc ça coûte ns cube. Donc le nombre de sites au cube. Ces matrices sont des matrices qui font ns par ns, donc, où ns est le nombre de sites, donc ça coûte ns cube. Et puis, j'ai L fois ns variable d'Ising. Donc, au total, le coût, au moins naïvement, c'est L fois ns puissance 4.
Donc vous voyez que ça, c'est quand même assez méchant parce que ça croît vite avec la taille du système. Et encore une fois, il va falloir faire une extrapolation en taille du système et en nombre de tranches de temps. Alors, on peut améliorer ce ns puissance 4 avec une astuce qu'on appelle l'évaluation rapide des déterminants ou fast determinant updates. Au lieu de recalculer le déterminant complet de la matrice chaque fois qu'on propose un mouvement Monte-Carlo, on calcule simplement, par une méthode d'algèbre linéaire très simple, on calcule simplement le changement du déterminant dans ce move. Donc, ce qu'on appelle les fast determinant updates, et ça nous ramène à ns puissance 3. Ça nous fait gagner, en gros, une puissance du nombre de sites. Alors, tout ça a l'air très beau, et c'est effectivement très beau. C'est un petit peu, donc c'est un algorithme qui a été proposé par Blankenbaker, Scalapino et Sugar dans les années 80, c'est pas très récent, et amélioré par Jorge Hirsch en particulier et d'autres, et puis rapidement utilisé et développé par beaucoup d'autres, comme Richard Scaletta en particulier. Et ça reste un algorithme d'utilisation fréquente, mais évidemment, dans le problème à N-corps quantique, on retrouve toujours la nature exponentielle du problème. Et la nature exponentielle du problème, ici, elle se manifeste par le problème du signe moins fermionique. Donc je voudrais quand même vous donner une petite idée de ce que c'est ce fameux problème du signe moins fermionique, et surtout, quel peut bien être le lien entre ce problème du signe moins et la nature exponentielle du problème. Alors ce que j'ai mis sur ce transparent est assez classique, et assez bien expliqué dans un article de Matthias Treuer et Wiese il y a une vingtaine d'années. Et le point est le suivant. Donc, j'ai un espace de configuration, qui est l'espace de configuration sur lequel je vais faire mon Monte-Carlo, ma chaîne de Markov. Et j'ai un poids de ces configurations, qui, comme vous avez vu ici, est donné par le produit de ces déterminants. Alors, tout irait extrêmement bien si ce poids était positif. Si ce poids était positif, vous auriez un problème de mécanique statistique habituel. Vous sommez des exponentielles de moins bêta fois une énergie, et tout irait bien. Et c'est pour ça que résoudre les modèles de spin classiques par Monte-Carlo, c'est très efficace. Et aussi résoudre des problèmes de type bosonique, dans lesquels on n'a pas ce poids effectivement positif, c'est aussi très efficace. Mais dans le cas des fermions, eh bien, on a un problème qui est que ce poids n'est pas positif, génériquement. Il y a des cas où il l'est, on va voir dans la suite, mais génériquement, il n'est pas positif. Et donc, en fait, je ne peux pas utiliser ce poids comme mesure de probabilité sur mes configurations. Je suis obligé, un choix possible, il y en a d'autres, c'est d'utiliser comme poids la valeur absolue de ce poids. Donc, W ici, c'est en fait, je vais l'écrire comme le signe de la configuration, plus exactement, le signe que la configuration donne à ce poids, fois la valeur absolue du poids. Et je vais réécrire la valeur moyenne d'une observable en termes de cette mesure. Donc, ici, j'utilise une notation que les Monte-Carlistes aiment bien utiliser. Je somme sur toutes les configurations C avec le poids valeur absolue de W. C'est pour ça que je n'ai pas écrit explicitement valeur absolue de W ici. J'échantillonne les configurations avec ce poids statistique par mon algorithme de Metropolis. Et je dois sommer signe de C fois la valeur de l'opérateur pour la configuration C. Puis il y a une normalisation, mais vous savez sans doute, sinon vous voyez mon cours d'il y a quelques années, que quand on fait un algorithme de Metropolis, on ne calcule jamais explicitement la normalisation du problème. En général, tout au moins. Donc voilà l'expression. Et donc vous voyez que ce qu'on calcule réellement, c'est la valeur moyenne, non pas de l'opérateur, mais de l'opérateur fois le signe, divisé par la valeur moyenne du signe. Alors, qu'est-ce que c'est la déviation standard correspondant à cette mesure? Donc, évidemment, pour qu'une mesure soit précise, il faut non seulement que la distribution qu'on obtient soit piquée autour de sa valeur moyenne. Et se pique de plus en plus quand j'augmente le nombre d'échantillons Monte-Carlo que j'explore. Alors, la déviation standard va donc être donnée par la déviation standard du signe, va être donnée par racine carrée de la valeur moyenne du signe au carré. Le signe, c'est moins 1 ou 1, donc ça fait 1, moins la valeur moyenne du signe au carré. Donc, vous voyez qu'au final,
c'est quelque chose qui est d'ordre 1 sur la valeur moyenne du signe. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va à basse température, eh bien, cette valeur moyenne du signe tend vers 0 exponentiellement. Alors pourquoi exponentiellement? Parce qu'en fait, vous pouvez voir cet objet comme le rapport de deux fonctions de partition. La fonction de partition du problème bosonique effectif qui a tous ces W positifs, donc simplé, échantillonné avec valeur absolue de W, et puis le vrai problème. Donc en gros, moralement, cette chose, c'est exponentielle de bêta fois la taille du système fois cette différence d'énergie. Et donc, intuitivement, vous voyez que ce truc va exploser exponentiellement quand on va vers les basses températures, et vous allez perdre complètement votre statistique. Donc, vous voyez comment le problème du signement fermionique est en fait un problème exponentiel à basse température. Alors, de manière concrète, voilà un exemple. Pour ceux qui s'intéressent aux détails de cet algorithme de Monte-Carlo déterminantal, il y a une revue sur le web qui est pas mal du tout, qui est celle-ci. Il y a évidemment une énorme littérature, hein, plein de cours et d'articles, etc. Et donc ici, vous voyez pour le modèle de Hubbard, bidimensionnel sur un réseau 4-4, donc 16 sites, disons pas très près du demi-remplissage, mais à peu près au quart remplissage, pour U sur T égale 4 et U sur T égale 8, donc c'est bleu et rouge, vous voyez la valeur du log de la valeur moyenne du signe en fonction de bêta. Et donc vous voyez qu'à U égale 4, ça ne se passe pas trop mal, le signe est proche de 1, mais qu'à U égale 8, ça se passe beaucoup moins bien, et quand vous augmentez bêta, quand vous allez vers les basses températures, ben, le signe devient 10-4, d'accord, c'est bien catastrophique. Vous allez voir un autre exemple dans un ou deux slides. Alors, il y a quand même des cas dans lesquels il se trouve que pour des raisons de symétrie, le poids de ces configurations Monte-Carlo, donc le produit de ces déterminants, est effectivement positif. Donc dans ce cas-là, évidemment, cet algorithme fonctionne beaucoup mieux. Donc un cas bien connu, mais il y en a d'autres, c'est celui où U est négatif. Donc c'est le modèle attractif. Donc dans le modèle attractif, on peut montrer que le poids est positif. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Alors on a vu tout à l'heure qu'on avait découplé l'interaction avec cette formule ici. Mais vous voyez que si U est négatif, j'ai un problème. Parce que si U est négatif, ce terme est plus petit que 1 et le cosinus hyperbolique est plus grand que 1 si je veux garder lambda réel, et il faut garder lambda réel, sinon le Monte-Carlo ne va pas bien se passer. Donc il faut faire autre chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Au lieu de découpler par rapport à SZ, on avait découplé par rapport à N up moins N down, on peut découpler par rapport à N up plus N down. Et on doit, en fait. Alors, ça, c'est très facile à voir. Donc, vous voyez, la transformation gaussienne discrète que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est en gros d'écrire que exponentielle de alpha fois le carré d'un opérateur, c'est égal à la fonction de partition d'un modèle d'Ising, ici pour un site, donc prendre deux valeurs, de exponentielle de lambda OS, ou si vous voulez, cosinus hyperbolique de lambda O. Alors, si mon opérateur O n'a que des valeurs propres plus 1 ou moins 1, cette équation est exacte, mais il faut pour ça que exponentielle alpha soit cosinus hyperbolique de lambda, donc ça nécessite alpha positif. Donc regardons le cas de l'interaction de Hubbard. Donc l'interaction de Hubbard, je peux l'écrire soit comme ça, là j'ai utilisé le fait qu'en tant qu'opérateur n up au carré c'est n up, puisque l'opérateur n up n'a que valeurs propres 0 et 1, donc le carré de l'opérateur est égal à l'opérateur. Donc je peux l'écrire soit comme ça, ce qui fait intervenir sz carré, soit comme ça, qui fait intervenir la charge au carré. Vous voyez que le signe ici est différent. Ici il y a un moins, ici il y a un plus. Donc si je fais une petite table, ça c'est les 4 états locaux de mon modèle de Hubbard. Ça, c'est les valeurs de l'opérateur SZ, disons. Ça, c'est les valeurs de l'opérateur densité totale moins 1. Vous voyez qu'effectivement, les valeurs propres sont soit 0, soit 1, soit moins 1. Donc, au carré, j'aurais dû écrire ici... oui, donc au carré a comme valeur propre 0 et 1. J'aurais dû écrire if O square a des valeurs propres 0 et 1. Il y a une petite faute ici. Et donc, vous voyez qu'ici,
je suis obligé de découpler l'interaction U négatif en utilisant cette formule et pas celle-ci, hein, de manière que alpha soit bien une quantité positive. Alors si j'utilise un découplage par rapport à n up plus n down, maintenant, le déterminant, ce potentiel ici ne dépend plus de sigma. Et donc, ce déterminant de m up et ce déterminant de m down deviennent égaux, puisque le sigma qui est ici venait du fait qu'il y avait n up ou moins, il y avait n up et il y avait moins n down. C'est là d'où vient ce sigma. Si c'est le même signe, devant n up et n down, il n'y a pas sigma, et donc cette mesure est un carré et donc positive. Donc pour U négatif, ça se passe très bien, il n'y a pas de signe moins, et vous vous souvenez de la connexion qu'on avait vue la dernière fois entre le modèle à U positif au demi-remplissage et le modèle à U négatif, et donc ça implique aussi que pour U positif au demi-remplissage, eh bien il n'y a pas de signe moins. Donc le modèle répulsif au demi-remplissage n'a pas de signe moins fermionique. Donc tout ça, en fait, ça se place dans un cadre plus large, qui sont ce qu'on appelle les sign-free models. Et en général, il y a toujours un principe de symétrie derrière, qui peut être un peu compliqué à trouver. Là, c'est très simple. Mais il y a une certaine classe de modèles qui n'ont pas de signe moins fermionique. Voilà. Donc, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vous donner un petit peu une idée de l'état de l'art avec le Monte-Carlo déterminantal, jusqu'où on peut pousser ces méthodes, malgré cet algorithme, malgré le problème du signe moins. Donc, comme je viens de le dire, au demi-remplissage ou pour U négatif, comme il n'y a pas de signe moins, en gros, ça dépend de vos ressources. Ça dépend de quelle est la taille de l'ordinateur que vous pouvez vous permettre d'utiliser. Ça dépend de combien de forêts vous acceptez de brûler, etc. Donc on peut aller à des très grands systèmes si vous acceptez de faire beaucoup de calculs et de faire beaucoup de pas Monte Carlo. En revanche, en dehors du demi-remplissage ou pour U positif, donc en dehors du demi-remplissage pour U positif, le problème de signe vous tue exponentiellement. Et là, ça ne dépend pas de vos ressources. Il y a des limites un peu intrinsèques. Et en gros, disons, pour le dire de manière assez qualitative, si je veux étudier le modèle de Hubbard répulsif proche du demi-remplissage, je vais pouvoir aller, en dépensant quand même pas mal d'énergie, au sens littéral du terme, jusqu'à des températures en unité du hopping de l'ordre de 0,25, en poussant les calculs sur des temps de calcul considérables et en me battant avec la statistique pour battre le signe moins fermionique quand il est très mauvais, je vais pouvoir aller peut-être jusqu'à 0,2. Je vais vous montrer des résultats dans le transparent suivant. Et plus petit que 0,2, ce n'est pas possible. En gros, c'est ça. Alors voilà un exemple. Un groupe qui récemment a utilisé le Monte-Carlo déterminantal, je dirais, poussé dans ses extrêmes avec beaucoup de temps de calcul, c'est le groupe de Stanford, et en particulier Edwin Wang, qui est maintenant à l'Université de Notre-Dame. Et si vous regardez cet article de Edwin, vous verrez le calcul de la susceptibilité magnétique uniforme, donc à Q égale 0, du modèle du Hubbard à 2D, en fonction de la température, en unité du hopping, pour différents dopages. Donc ça, c'est le cas demi-rempli, ici. Vous voyez, il y a un maximum qui traduit l'apparition des corrélations antiphoromagnétiques. Ici, il y a un T', bon, et UVO6, donc disons couplage qui commence à être un couplage fort. Voilà, qu'il y a un maximum de la susceptibilité magnétique autour de 0,25. On verra que c'est lié à la physique du pseudo-gap. Et puis, quand on dope, ce maximum se déplace vers des températures de plus en plus basses. Et vous voyez que la limite de température que Edwin et ses collaborateurs avaient atteint dans cet article, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 0,2. Et je lui ai demandé, il m'a envoyé ce week-end, en fait, un plot non publié, qui donne le signe moyen correspondant à ces différentes courbes.
Et donc, vous voyez qu'à haute température, donc ici c'est bêta égale 0,5, donc température T sur T égale 2, donc 2 fois le hopping. On a vu dans les cours précédents que 2 fois le hopping, c'est quelque chose qui pouvait se faire aussi par les séries haute température. Essentiellement, quelques ordres suffisent pour... Et donc là, tout se passe très bien. Le signe est 1, en gros. Donc tout va bien. Ça, c'est en fonction de la densité, le demi-remplissage est ici. Et puis, quand vous augmentez la température, donc ça, c'est la courbe pour T sur T égale 0,2, donc bêta égale 5. Vous voyez qu'au demi-remplissage, il n'y a pas de signe moins, tout se passe bien, et puis ça s'écroule exponentiellement, donc remarquez l'échelle log, et ici, le signe est de l'ordre 10-3. Donc le signe d'ordre 10-3, ça veut dire qu'il faut faire des calculs absolument gigantesques pour accumuler la moindre statistique. Et ces points-là, qui apparemment ont des barres d'erreur plus petites que la taille des points, ont été obtenus avec au moins 1 milliard de pas Monte-Carlo pour chaque point. Voilà, donc ça vous donne un petit peu l'état de l'art et les limites du Monte-Carlo déterminantal canal historique, disons. Voilà. Alors, bien sûr, T sur T égale 0,2, comme on l'a vu au cours des cours précédents, ça commence à être plus haut, ou plus exactement, les expériences d'atomes froids commencent à atteindre des températures qui sont plus basses que ça. Donc, si on se limitait au Monte-Carlo déterminantal, on pourrait dire quantum advantage, les simulations ont montré qu'on pouvait faire mieux que ce qu'on pouvait faire sur cet ordinateur classique. Mais les théoriciens et théoriciennes ne se laissent pas décourager. Et heureusement, il y a d'autres méthodes qui permettent de descendre plus bas en température, bien qu'on ait toujours un mur exponentiel qui va toujours nous frapper d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne m'appesantis pas là-dessus, parce que d'abord, je n'ai pas exactement l'expertise nécessaire, mais aussi parce qu'on a eu un séminaire assez détaillé de Shiwei Zhang la semaine dernière. Donc, une des manières d'aborder le problème, dans le contexte de ces méthodes de champ auxiliaire, c'est la méthode de Constraint Path et FQMC, qui n'est pas une méthode exacte, qui est une méthode qui fait une approximation, mais une approximation qui a été, dans beaucoup de cas, vérifiée avec des algorithmes contrôlés, comme le DMRG par exemple, et d'autres. Donc vous vous souvenez peut-être de l'idée de base que Shiwei avait expliquée la dernière fois. L'idée de base, c'est que si vous avez ici le mur qui sépare les configurations où W est positif des configurations où W est négatif, eh bien, et puis ça serait l'évolution dans le temps de votre Monte-Carlo ou de votre intégrale de chemin. Il y a des chemins qui ne cognent jamais ce mur, donc pour lesquels la configuration a toujours un poids positif. Mais évidemment, la fraction de ces chemins, au fur et à mesure que le temps augmente, est exponentiellement petite. Et donc, la plupart des chemins, ils vont taper sur le moment où W s'annule, et puis il va changer de signe. Et l'idée, c'est que si vous sommiez exactement tous les chemins qui sont positifs deviennent négatifs ou l'inverse, se compensent exactement. Mais comme vous faites un échantillonnage Monte-Carlo, vous allez être en réalité dominé par une erreur de compensation entre ces deux chemins-là. Donc l'idée de Constraint Path Monte-Carlo, c'est en fait d'éviter, quand on a un chemin qui s'approche dangereusement de W égale 0, de le redresser avec un poids qui utilise une fonction guide. Et donc il y a une approximation là-dedans, mais qui peut être testée par comparaison avec d'autres méthodes. Donc Shiwei a parlé de ça la dernière fois, je ne m'appesantis pas là-dessus, encore une fois, je n'en ai pas vraiment les compétences, mais c'est une méthode approchée, mais précise au moins dans les régimes où elle a été testée. Alors, toujours pour rester dans les méthodes d'échantillonnage, je vais maintenant vous donner une idée, j'espère pas trop fausse et aussi très survol, d'une autre classe de méthode Monte-Carlo, qui cette fois échantillonne quelque chose de complètement différent. Et vous entendrez parler beaucoup plus de ces méthodes lors de notre mini-symposium dans 2 semaines, où on va avoir plusieurs exposés sur ce sujet.
l'un par Michel Ferrero, par Chris Van Houcke, par Olivier Parcollet en particulier. Donc quelle est l'idée? Alors quand on parle de Monte Carlo, en fait, tout ce qu'on dit, c'est qu'on fait une chaîne de Markov dans un espace de configuration. Et cet espace de configuration, c'est vous qui décidez ce que c'est. Tout à l'heure, c'était les champs auxiliaires, les configurations de champs auxiliaires. Ici, ça va être quelque chose de complètement différent. Ça va être, par exemple, les diagrammes de Feynman de la série perturbative. Ou, comme vous allez le voir, pas exactement les diagrammes de Feynman, mais quelque chose d'autre. Donc, quelle est l'idée? La valeur moyenne d'un opérateur à température finie, je peux toujours l'écrire comme une série perturbative, une somme sur les différents ordres de la série de perturbations de la constante de couplage, ici U sur T puissance n, fois un coefficient. Et je fais ça à température finie. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est quelle est la nature de cette série? Est-ce que c'est une série convergente? Est-ce que c'est une série asymptotique? Quelle est la nature de cette série? Si on faisait ça à température nulle, ça se passerait très mal. Il y a un célèbre argument dû à Dyson qui est que comme à U négatif, on s'attend à ce qu'il y ait une transition de phase vers un état supra, le rayon de convergence de la série à température nulle doit être 0. Mais ici, on ne fait pas ça à température nulle, on fait ça à température finie. Et donc, en fait, cette série à température finie, elle a un rayon de convergence fini. Donc ça, c'est déjà une chose quand même rassurante, c'est qu'on s'intéresse à une série qui a un rayon de convergence fini, parce qu'on est à température finie. Donc, au moins dans le régime de couplage faible, on peut espérer qu'avec un nombre d'ordre relativement limité de cette série, on puisse faire quelque chose. Donc, l'idée de ces méthodes, qui commence avec un article célèbre de Prokofiev, de Nikolai Prokofiev et Boris Visnounov en 1998, l'idée de ces méthodes, c'est de générer ces coefficients Cn, un certain nombre d'ordres, pas des centaines, mais un certain nombre d'ordres, de ces coefficients, par échantillonnage Monte Carlo. Alors, échantillonnage de quoi? Donc ça, on va le voir dans le transparent suivant. Ça peut être un échantillonnage de diagrammes. Donc, chacun de ces termes, Cn, peut être représenté par une somme de diagrammes de Feynman. Ça peut être échantillonné des diagrammes. Ça peut être échantillonné des déterminants, ce qui est mieux. Et puis ensuite, en utilisant un nombre fini de ces coefficients, ceux qu'on va avoir réussi à générer de manière fiable, essayer de ressommer cette série vers sa valeur limite. Et donc, vous voyez que ces méthodes vont être des méthodes qui vont probablement marcher bien en couplage faible. Si on a de la chance et qu'on arrive à ressommer cette série jusqu'à des valeurs de pas trop... à pousser le rayon de convergence jusqu'à des valeurs assez grandes et à faire la ressommation, on va peut-être pouvoir atteindre le régime de couplage intermédiaire, voire fort. Donc on peut espérer voir des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes dans le régime perturbatif, disons, par ce type de méthode. Voilà, alors ça c'est toute une famille d'algorithmes qui portent tous des noms un peu barbares, qui diffèrent de manière assez significative entre eux. Et il y a un très bon texte qui est une revue pédagogique, qui est la thèse d'habilitation de Michel, que je vous recommande d'aller voir, disponible sur le web à cette adresse. Plus d'autres articles, évidemment. Alors, comment ça marche? J'ai lâchement emprunté un certain nombre de figures à cette thèse d'habilitation. Donc, l'algorithme de Monte Carlo diagrammatique, disons, original dans le sens qui remonte à Prokofiev et Visnounov, c'est de faire un échantillonnage des diagrammes de Feynman. Et donc, on va écrire cette fonction par exemple, la fonction de Green, comme une grande somme, qui est une somme sur les topologies des diagrammes, une intégrale sur les variables internes, donc qui sont les positions et les temps imaginaires de mon système, et puis une somme sur l'ordre de la perturbation. Donc vous voyez que l'espace des configurations, c'est un espace un grand espace qui contient toutes les variables internes des diagrammes, donc les positions et les sites du réseau, par exemple, et les temps imaginaires, qui sont les temps associés aux différents vertex dans mon diagramme, et puis l'ordre de la série de perturbations, éventuellement.
Et il y a un point Monte-Carlo qui va être de nouveau la valeur absolue de la valeur d'un diagramme donné. Alors si je fais ça de cette manière-là, et que je fais un sampling, un échantillonnage uniquement des diagrammes connectés, donc il y a des diagrammes qui sont connectés, où tous les points sont connectés entre eux par des lignes, et puis il y a des diagrammes qui sont déconnectés, comme par exemple celui-là. Si je fais un sampling sur les diagrammes connectés, parce que tous les points sont reliés entre eux par des lignes, cet algorithme il a une sensibilité relativement limitée dans la taille du système. Donc je peux faire ça en gros sur un système de taille infinie. Donc ça, il faut une grille évidemment, mais je pense qu'il faut une grille, je ne sais pas si on peut faire ça en espace continu aussi. Mais en tout cas, on va avoir une sensibilité relativement faible dans la taille du système. Donc en gros, c'est des algorithmes qui atteignent la limite thermodynamique immédiatement. Donc ça, c'est un énorme avantage, hein, c'est de pouvoir aborder les systèmes sans avoir à faire une extrapolation en taille. Mais le prix à payer, c'est que si je fais ça sur les diagrammes connectés, naïvement, les différentes topologies ont différents signes. Et donc, de nouveau, je prends comme poids la valeur absolue de W. Alors, si en revanche, j'incluais les diagrammes déconnectés, donc si par exemple, au lieu de générer le log de Z, je générais Z, qui introduit tous les diagrammes déconnectés dans le problème, alors je pourrais bénéficier d'une structure supplémentaire qui est la structure en déterminant. Puisque si je somme tous les diagrammes connectés et déconnectés à un certain ordre, pour la fonction de partition, eh bien, comme c'est un problème à chaque ordre, le théorème de Wick s'applique, le résultat, c'est un déterminant. Et le déterminant, la structure en déterminant a cet avantage que toutes les configurations entre différents signes ont différents signes, mais tout ça s'organise dans un grand déterminant. Et donc, c'est beaucoup mieux pour le signe moins. Mais évidemment, ça marche que si je prends les diagrammes connectés et déconnectés. Du coup, comme la partie connectée d'un diagramme et sa partie déconnectée peuvent être loin l'un de l'autre, je vais avoir une sensibilité beaucoup plus grande à la taille. Donc, quelle est l'idée pour faire avancer le sujet? C'est une idée qui a émergé il y a maintenant 7-8 ans et qui a été proposée introduite en particulier dans ces articles-là, donc Riccardo Rossi 2017 et puis Riccardo Rossi et coworkers, en particulier Félix Werner et Chris dans cet article-ci où ils étudiaient la précision de cet algorithme. L'idée, c'est de combiner la bénédiction apportée par les déterminants avec le fait de considérer que des diagrammes connectés. Il y a des idées analogues également dans le domaine du Monte-Carlo diagrammatique en temps réel. Et on peut aussi également appliquer ces idées non pas au calcul de la fonction de Green, mais directement au calcul de la self-energy, c'est ce qu'on appelle sigma-det, qui était développé dans ces deux articles-là. Et donc, comment ça marche? Il faut relier les contributions connectées aux contributions déconnectées. Et ça, on peut le faire de manière récursive. Donc, c'est ça l'idée de base de cet article, c'est d'introduire une relation récursive qui permet d'exprimer les contributions des diagrammes connectés comme un déterminant, donc on va avoir le bénéfice du déterminant, en enlevant de manière récursive les inclusions déconnectées, les sous-parties déconnectées, de manière, en résolvant cette récurrence, à n'avoir à calculer que des déterminants. Bon, voilà en gros l'idée très vague. Hein. Je pense qu'on en entendra plus parler dans 15 jours plus en détail. Mais clairement, cette idée de CEDET, donc c'est l'algorithme déterminantal de Monte-Carlo diagrammatique, a permis de faire une avancée considérable au sujet au cours des dernières années. Et de nouveau, je voudrais vous donner un petit peu une idée de l'état de l'art. Donc, l'état de l'art de ces méthodes, vous pouvez le trouver dans différentes situations, dans différents articles, à la fois sur le réseau,
pour le modèle de Hubbard, ou dans le continu, c'est un algorithme qui a permis, enfin, ces algorithmes de Monte-Carlo diagrammatiques ont permis de faire beaucoup de progrès sur le problème du gaz unitaire, par exemple, par Chris et Félix en particulier. L'état de l'art, en gros, sur le modèle de Hubbard 2D, vous pouvez le trouver résumé dans cet article-ci, par Fedor Simkovitch, Ricardo Rossi et Michel Ferrero, qui étudie, je me suis déjà servi de ces courbes d'ailleurs dans un des cours précédents, qui étudie le facteur de structure magnétique en fonction, au Q maximum, en fonction de U pour différentes densités. Donc la courbe n égale 1, c'est le demi-remplissage, et puis on dope. Et donc on a déjà parlé de ces courbes dans un cours précédent. Vous voyez que le facteur de structure augmente en fonction de U. Le facteur de structure antiferro dans le cas n égale 1 augmente en fonction de U. Il y a un maximum et puis il redescend. C'est le maximum de l'antiferromagnétisme du modèle de Hubbard 2D autour de U égale 8 à 10. Et vous voyez que ici, c'est t égale 0,2, donc on a vu que c'était ça un peu la limite du Monte-Carlo déterminantal, mais on peut descendre à plus basse température. Ici, vous avez des résultats à t égale 0,1. Et en gros, pour vous donner une idée, ces méthodes permettent actuellement, de nouveau pour le modèle répulsif à bas dopage, donc proche du demi-remplissage, d'atteindre à peu près 0,07. Donc c'est à peu près ça la limite. Et en fait, on est surtout limité par la ressommation de la série. C'est-à-dire, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut générer les coefficients, donc jusqu'à un certain ordre, une dizaine d'ordres, et puis ressommer la série. Et en fait, une des limitations de cette méthode, c'est est-ce qu'on est capable de ressommer la série de manière fiable? Et en gros, c'est ça l'ordre de grandeur. Un bêta égale 15 à peu près, à bas dopage, pour des valeurs de U qui sont, disons, déjà dans le couplage intermédiaire à fort. Pour des valeurs de U plus faibles, on peut descendre un peu plus. Donc voilà un petit peu l'état de l'art de ces méthodes. Donc vous voyez que, souvenez-vous de ce qu'on a vu dans les cours précédents. En fait, ça c'est beaucoup plus froid que les manips d'atomes froids d'il y a même 5-6 ans. Hein. On avait vu que dans l'article qui réalisait l'antiferromagnétisme à longue portée à 2D, on était à des températures de l'ordre de 0,2, 0,25, donc ça c'est nettement plus froid, par un facteur 3. Il se pourrait bien que ce soit l'ordre de grandeur des dernières expériences. J'ai cité l'expérience de Marcus Greiner qui, par comparaison au constraint path à FQMC, estime T sur T de l'ordre de plus petit que 0,1. Donc vous voyez que ça devient compétitif avec ces méthodes-là. Emmanuel va nous parler tout à l'heure de ces expériences dans lesquelles, avec Thomas Chalopin, dans lesquelles le pseudo-gap semble commencer à apparaître. Et donc on atteint actuellement un régime de température dans les expériences d'atomes froids où les simulations numériques deviennent encore possibles, mais sérieuses. Voilà. Donc ça finit à peu près un quart de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, qui sont les méthodes d'échantillonnage Monte-Carlo. Je voudrais maintenant vous parler d'autres parties de mon diagramme avec les différentes méthodes. Je vais vous parler un petit peu des méthodes d'inclusion quantique, et puis ensuite un petit peu très brièvement des méthodes d'états fondamentaux qui sont un peu moins pertinents pour l'étude des atomes froids qui se passent à température finie. Alors, méthode d'inclusion quantique, donc comment ça marche? Donc l'idée des méthodes d'inclusion quantique, c'est de bénéficier du principe de localité. Donc très rapidement, je vous donne juste l'idée de la méthode parce que j'ai déjà fait une année de cours sur ce sujet et puis il y a pas mal d'articles, un grand nombre d'articles de revue. Donc l'idée, comme celui-là par exemple, il y en a des beaucoup plus récents. Donc l'idée de base, c'est de dire si on se place dans un régime de haute température ou dans un régime de haut dopage, on va avoir des longueurs de corrélation très petites et donc on va pouvoir se focaliser sur des observables locales du problème. Par exemple, la fonction de Green du problème sur un site donné du réseau. Et on va représenter cette fonction de Green comme un problème local. Alors ça, c'est un statement qui est essentiellement exact. C'est un petit peu comme la théorie de la fonctionnalité de la densité.
où on représente la densité locale par un problème auxiliaire d'électrons dans un potentiel bien choisi. Et donc l'idée là est la même. On va représenter la fonction de Green locale par un problème qu'on appelle un problème d'impureté quantique, qui est en gros un atome de Hubbard, juste un site, qui peut être occupé par 4 états, mais qui va échanger des particules, des atomes ou des électrons, avec un bain qu'on va ajuster de manière autocohérente. Et donc si je choisis cette amplitude ici de manière appropriée, je peux représenter n'importe quelle de ces fonctions-là. Enfin, ça c'est un théorème de représentabilité qui n'est pas vraiment prouvé, mais disons c'est l'idée du problème. On n'a en gros rien fait, on a un statement exact, un petit peu comme la représentation de Kohn et Sham dans le contexte de la fonctionnelle de densité. Et donc il va falloir fermer les équations. Et pour fermer les équations, c'est là où le principe de localité arrive, on va faire une approximation. Et cette approximation consiste à dire que la self-énergie du problème est indépendante du site, de la distance, pardon, et purement locale. Elle n'existe que pour des sites, que sur un site donné. Ou autrement dit, elle est indépendante de l'impulsion, de la quasi-impulsion. Donc ça, c'est une approximation qui va être de meilleur en meilleur dans les régimes où les longueurs de corrélation sont très petites. Et ça nous permet de fermer les équations. Donc au total, on doit résoudre un problème d'un site couplé à un bain. Et puis cette condition va nous donner une relation d'autocohérence qui va nous permettre de relier le bain à la fonction de Green. Et bien sûr, ça reste un problème à n-corps, mais ça devient un problème à n-corps local, pour lequel on peut utiliser toutes sortes d'algorithmes. Donc il y a aussi une composante numérique, qui peuvent être des algorithmes de Monte-Carlo, voire de Monte-Carlo diagrammatique, mais qui, dans les cas favorables, et c'est le cas du modèle de Hubbard à une bande, quel que soit le dopage et quel que soit U, sont libres de signes moins, mais évidemment au prix d'une approximation. Donc cette approximation, on sait qu'elle est bonne pour toute une série de problèmes, en particulier dans les régimes de haute température, mais aussi, on sait aussi qu'elle n'est pas bonne quand les longueurs de corrélation deviennent trop grandes, et c'est rapidement le cas à 2 dimensions. Donc à 2 dimensions, ce qu'il faut faire, c'est généraliser cette approximation pour tenir compte de mieux en mieux des corrélations non locales. Donc il y a une manière de faire ça, c'est au lieu de supposer que la self-énergie du problème est indépendante de l'impulsion, eh bien, discrétiser la zone de Brillouin, interpoler la self-énergie dans la zone de Brillouin. Donc par exemple ici, c'est la zone de Brillouin du réseau carré, qui a été divisée en 2 régions, une jaune et une bleue. C'est vraiment une interpolation brutale, hein, où la fonction sigma va être discontinue par morceaux. Et on va supposer que la self-énergie prend une valeur donnée dans la jaune et une autre dans la zone bleue. Puis on peut généraliser ça. On peut le faire avec 4 patchs, comme ça ou comme ça. Hein. L'imagination est la limite de la chose. On peut le faire avec 8, comme ici, etc. Donc on peut raffiner la grille dans l'espace K. Et à chacun de ces pavages de l'espace K va être associé un problème d'impureté quantique qui, cette fois, ne va pas plus comporter un seul site et un seul bain, mais autant de sites qu'il y a de modes de Fourier dans cette interpolation. Donc ici, j'en ai 2, donc ça va correspondre à un amas de taille 2. Ici, j'en ai 4, donc ça va correspondre à un amas de taille 4, donc une plaquette, chacun des sites ayant son bain. Ici, 8, etc. Et donc, vous allez devoir résoudre des clusters ou des amas de taille de plus en plus grande dans des bains, converger l'ensemble de la procédure self-consistante. Évidemment, à un moment, le signe moins va de nouveau, si vous utilisez le règle de Monte-Carlo pour résoudre ce problème, va de nouveau vous frapper, puisque autant dans le cas un site dans un bain, il n'y a pas de problème de signe moins, autant quand vous augmentez le nombre de sites, évidemment, le problème de signe moins revient. Mais ces méthodes permettent quand même d'atteindre des températures vraiment basses. Et en particulier, comme vous allez le voir dans la suite, on peut maintenant converger ces méthodes. C'est-à-dire on peut établir la self-énergie du modèle de Hubbard dans des régimes de température non triviaux, à la fois par des méthodes de Monte-Carlo diagrammatique, par exemple, et par ces méthodes d'inclusion quantique extrapolées dans la taille du cluster, et montrer la convergence de ces 2 classes de résultats numériques. Je vais vous montrer un exemple dans la suite.
Voilà, donc ça conclut à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les méthodes de température finie. Très rapidement, vraiment rapide survol, qu'est-ce qu'on dispose pour faire de l'état fondamental? Alors c'est un peu moins pertinent pour le cours, évidemment, puisque les problèmes d'atomes froids se passent à température finie, mais quand même on aimerait bien savoir où on va aller quand on refroidit, et quel est l'état fondamental du système, c'est quand même important, très important pour la physique. Et donc voilà, je peux vous donner un petit peu une idée de quelles sont les méthodes. Donc j'en ai distingué en gros 3. L'une qui est une des plus abouties, disons, qui sont les méthodes d'état produit de matrice avec l'algorithme d'Emerger ou d'autres méthodes de ce type qui s'appuient sur la compression par des structures de type produit de matrice. Plus généralement, les méthodes de Monte-Carlo variationnelles qui utilisent un certain ansatz pour la fonction du fondamental. Et l'ansatz le plus à la mode actuellement, c'est les états exprimés en termes de réseaux de neurones. Donc pour ça, je vous renvoie à mon cours d'il y a 2 ans. Et puis aussi l'application des méthodes de constraint path auxiliary field Monte-Carlo à température nulle. Donc on fait évoluer exponentiellement tau h sur une fonction d'essai pour atteindre le fondamental, de nouveau avec une approximation, qui est celle dont Shihue nous a parlé la semaine dernière. Donc très rapidement, l'idée est vraiment très très qualitative des méthodes de type matrix product states. Donc quelle est l'idée? L'idée c'est de compresser la fonction d'onde. Donc qu'est-ce que c'est une fonction d'onde d'un problème quantique à n corps? Je peux le voir comme une fonction qui relie une configuration donnée du système. Donc par exemple pour une chaîne de Heisenberg, ça serait l'énoncé, une base de l'espace des états, c'est toutes les 2 puissance n configurations de SZ localement. Donc c'est paramétrisé par une chaîne de valeurs binaires, S1, Sn. Vous pouvez le penser comme un bit string dans le contexte des qubits, c'est très à la mode, et qui à cette chaîne fait correspondre un nombre complexe. Donc c'est une approximation, c'est une application de 2 puissance n états pour une chaîne de Heisenberg ou 4 puissance n pour un modèle de Hubbard vers l'espace des nombres complexes. Donc ça, vous pouvez le voir comme un grand tenseur qui a n indices, chacun valant 2 valeurs, donc 2 puissance n entrées, à valeur complexe. Donc ça, c'est, disons, l'aspect algébrique auquel vous pouvez penser. Et évidemment, l'information est considérable, puisqu'il y a 2 puissance n valeurs possibles, et il s'agit de la compresser. Alors la compression la plus évidente que vous pouvez faire, c'est de déclarer que ce tenseur est en fait un produit de n fonctions, chacune prenant une valeur complexe. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un état produit, qu'on peut représenter comme ça. Si vous voulez, les différents sites ne se parlent pas les uns aux autres, et il y a une patte externe qui est juste les 2 états dans lesquels peuvent se trouver mon bit, mon spin. Et donc l'idée des matrix product states, c'est de généraliser cette construction. C'est en gros d'écrire que la fonction d'onde va être approchée non pas par un état produit, puisqu'un état produit n'a pas d'intrication, mais comme un produit de matrice. Donc on va écrire en fait que cette amplitude, c'est un produit matriciel. Donc ici, chacune de ces matrices est une matrice de taille m par m. M, c'est ce qu'on appelle la bond dimension. Ici, il y a un produit matriciel, et soit on contracte avec 2 vecteurs en entrée et en sortie, soit on prend la trace. Donc ça, c'est bien un nombre complexe. Et chacune de ces matrices dépend de la configuration S, de la valeur du bit d'entrée S. Donc combien est-ce qu'il y a de paramètres ici? Eh bien, vous voyez qu'on est passé de 2 puissance n nombres complexes à quelque chose qui fait intervenir la taille des matrices, qui est m carré, fois le nombre de sites dans le système, donc quelque chose qui croît en gros comme n fois m carré. Donc on a remplacé une information exponentielle par une information polynomiale. Alors évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que cette chose soit une représentation exacte pour m fini,
puisqu'on a remplacé un nombre exponentiel par par une information polynomiale. Mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, si m est suffisamment grand, on peut représenter n'importe quelle fonction d'onde de cette manière, avec une précision donnée. Évidemment, pour la représenter exactement, il faudrait que ces deux nombres soient égales et avoir un nombre exponentiel pour la bond dimension, mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'obtenir une représentation suffisamment fidèle avec un m qui soit raisonnable, pour qu'on puisse opérer sur ces matrices à un coût raisonnable. Donc, comment est-ce qu'on opère sur ces matrices? On opère sur ces matrices, par exemple, en utilisant un algorithme variationnel qui s'appelle le groupe de normalisation de la matrice densité, qui a été inventé par Steve White en 1992, et qui marche en particulier très très bien pour les systèmes quasi unidimensionnels, qui est en gros qui est la killer application pour tous les systèmes unidimensionnels. La structure sous-jacente de cet algorithme d'émerger en termes de produit de matrice, c'est une notion qui a émergé un peu plus tard, en fait, qui était sous-jacente dans ces articles de Steve en 1992, mais qui a émergé de manière plus récente. Et en particulier, il y a un très, très joli article de revue de Uli Schölvöck, collègue d'Emmanuel à Munich, qui s'appelle The DMRG Algorithm in the Age of Matrix Product States, qui explique très bien cette connexion. Donc, quel est, disons, l'algorithme d'émerger? Je ne vais pas faire un cours sur l'algorithme de d'émerger, mais en gros, c'est une méthode qui consiste à explorer ce produit de matrice de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, en faisant des décompositions à valeur singulière à chaque étape, et en appliquant une méthode d'optimisation. Donc, c'est une méthode variationnelle qui utilise des SVD récursives le long de la chaîne, pour optimiser les nombres contenus dans ces matrices, une par une. Donc c'est une méthode séquentielle, ce qui est un gros avantage, plutôt que de faire une optimisation globale de l'ensemble de ces paramètres, comme on fait dans les fonctions de nombre de NQS, qui est un gros problème des méthodes NQS, c'est l'optimisation des paramètres. Ici, il y a un algorithme séquentiel qui permet de faire ça par des SVD successives le long de la chaîne, et qui est très efficace. Alors, il y a toutes sortes de généralisations de ces approches MPS qui s'appellent les méthodes de réseau de tenseurs en général, et donc je ne vais pas vraiment parler de ça dans ce cours, mais il faut que vous sachiez que ça existe. Et un point que je veux faire, c'est que récemment, disons depuis une dizaine d'années, ces méthodes de réseau de tenseurs ou de MPS ont été étendues à température finie. Donc il y a différentes manières de faire ça. Il y en a deux en gros. Il y en a une qui s'appelle la purification et l'autre qui s'appelle la méthode des états minimalement intriqués, donc minimally entangled typical thermal states. L'idée de base de cette approche METS, c'est en gros la suivante, c'est de c'est de combiner une approche d'échantillonnage et une compression par un état de produit de matrice. Donc en gros l'idée c'est de partir d'un certain état. Donc on va partir d'un état produit. Ici j'ai écrit quelque chose par exemple pour une chaîne d'Eisenberg, on aurait un état produit qui est un produit sur tous les sites. Et puis on veut appliquer exponentielle moins bêta h sur 2 pour obtenir un état typique, d'où le mot typique là-dedans, qui va nous donner une bonne approximation du poids de Boltzmann du système. Alors, on fait ça, on applique exponentielle moins bêta h sur 2, et puis on échantillonne sur les différents états produits de départ. Donc on fait ça pour beaucoup d'états produits. Et en même temps, on utilise une compression de cette fonction d'onde sous forme MPS. Donc c'est une méthode qui combine l'échantillonnage Monte Carlo l'échantillonnage plus exactement, avec la compression MPS des fonctions d'onde. Et ça, c'est quelque chose, on verra un peu la prochaine fois, qui a permis d'établir des résultats à température finie qui peuvent être comparés de manière très utile aux résultats de Monte Carlo diagrammatique, de clusters DMFT, etc., jusqu'à obtenir au moins une image physique cohérente. Alors pourquoi je dis au moins une image physique cohérente? Parce que ces méthodes restent quand même confinées
à l'étude de géométrie quasi unidimensionnelle, c'est-à-dire que typiquement elles fonctionnent sur des cylindres, qui sont des cylindres qui peuvent être longs, mais qui ont une taille transverse relativement limitée. Donc les calculs METS, par exemple sur le modèle de Hubbard, typiquement utilisaient des systèmes de à peu près 64 sites sur des cylindres de dimension transverse 4 ou maximum 6, plutôt 4 pour les méthodes à température finie. Donc il y a quand même un problème de comparaison entre ces méthodes de type METS et les approches comme Monte Carlo diagrammatique qui abordent directement le système de taille infinie, à la fois parce que les conditions limites ne sont pas les mêmes, on ne peut pas faire des géométries doublement périodiques grandes, donc il y a quand même toute une question de comparaison qui existe, mais j'espère la prochaine fois vous montrer que certaines conclusions qualitatives sont en tout cas cohérentes. Bon, je mentionne très rapidement les états de type Neural Quantum States, parce que j'ai fait tout un cours là-dessus il y a 2 ans, donc vous pouvez vous y référer si ça vous intéresse. L'extension de ces méthodes à température finie, elle, est encore dans l'enfance. Hein. C'est essentiellement des méthodes de température nulle. Bon, voilà. Donc, ça clôt à peu près ce que je voulais faire pour vous présenter un panorama vu de Sirius très, très qualitatif des méthodes numériques pertinentes pour le sujet. Il y en a d'autres, je ne vais pas plutôt aborder, mais en gros, j'espère quand même vous avoir donné un panorama assez complet. Et ce que je vais faire manifestement plutôt la prochaine fois, c'est de vous donner maintenant les résultats de tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut établir sur le modèle de Hubbard du 2D en 2025 en utilisant une combinaison de ces différentes méthodes et en les faisant se parler l'une avec l'autre. Et donc ce que vous allez voir, j'en ai bien peur uniquement la prochaine fois, c'est que l'évolution en température pour le modèle de Hubbard, disons sans T', c'est en gros quelque chose qui se passe de la manière suivante. Donc à haute température, on a un système très incohérent. Donc ça, c'est le modèle de Hubbard dopé, hein, proche du demi-remplissage, répulsif. Il y a une température d'onset ici, qui est le moment où les corrélations antiferromagnétiques se mettent à se développer dans le système. Et ça correspond à la température où s'ouvre dans le spectre d'excitation un pseudo-gap dans les régions proches de pi0 et 0pi de la zone de Brillouin. Donc Emmanuel va nous parler un peu de ce phénomène de pseudo-gap dans les statuts, dans les expériences actuellement. Et ce qu'on voit computationnellement, c'est qu'à un certain moment, ce pseudo-gap va évoluer dans un état ordonné, qui est un état, au moins de manière assez générique, quand T' est nul. Il y a peut-être des régions de l'espace de phase où les choses sont un peu différentes, mais de manière assez générique, cet état est un état où la charge s'ordonne sous la forme d'une onde de densité de charge, avec une transition dont on s'attend à ce qu'elle soit vraiment une transition de phase, puisque la charge brise une symétrie discrète, et qui finalement, à température nulle, devient un état de type ruban, de type stripes, dans lesquels on a des zones antiferromagnétiques séparées par des rubans unidimensionnels de trous. Voilà. Alors, quand même, pour conclure le cours, et pour assurer une transition adiabatique avec le séminaire d'Emmanuel, je veux quand même vous donner quelques éléments sur cette phase pseudo-gap. Je ne vais pas avoir le temps d'en parler, j'en parlerai la prochaine fois plus en détail, mais je veux quand même vous donner quelques éléments pour que vous vous y retrouviez. Donc la question du pseudo-gap dans le modèle de Hubbard 2D, c'est la chose suivante. Imaginons qu'on part du demi-remplissage. On a donc un système qui est un isolant de Mott, comme on l'a vu au cours des cours précédents, avec essentiellement un gap de charge. Bon, on est à température finie, disons, donc il y a des excitations thermiques dans le gap, mais la charge est bloquée. À température intermédiaire, en dessous de U, mais au-dessus du super-échange, on aurait une entropie par site de l'ordre de log 2. On a vu tout ça la dernière fois, on a vu qu'on voit ça dans les expériences. Et la question qu'on se pose, c'est on prend cet état et on introduit des trous. Et donc, on s'attend à ce que ces trous deviennent mobiles,
température finie, et que donc on atteint un état liquide ou métallique, pour utiliser le langage de la matière condensée, dans lequel les trous peuvent bouger. Et la question c'est, si j'ai un état liquide, je dois avoir des quasi-particules qui existent, au moins à température assez basse. Où se développent ces quasi-particules? Est-ce qu'elles se développent de manière uniforme sur la surface de Fermi ou non? Alors, ce qui se passe dans cet état pseudo-gap, donc l'état de température intermédiaire à bas dopage, c'est qu'en fait, il y a des régions de l'espace des impulsions où les quasi-particules émergent, effectivement, et il y a des régions où il n'y a pas de quasi-particules. Donc, de manière concrète, ce qui se passe, c'est que si j'ai ma zone de Brillouin ici, donc ça c'est pi, et que j'ai une surface de Fermi, alors ça c'est la zone de Brillouin antiferromagnétique, ce serait la surface de Fermi pour T' égale 0 au demi-remplissage. Quand je dope, je vais avoir une surface de Fermi qui apparaît dans le système. Si j'ai T' égale 0 et un dopage en trou fini, la surface de Fermi du système sans interaction devrait être quelque chose comme ça. En fait, ce qui se passe, d'une part, c'est qu'en couplage fort, cette surface de Fermi est déformée par les interactions. Et elle est déformée dans le sens d'une surface de Fermi qui correspondrait à un T' non nul. Elle devient quelque chose qui est comme ça. Donc ça, c'est un premier effet hautement non perturbatif, qui est qu'il y a même un changement de topologie de la surface de Fermi. Ça, on le voit très bien dans différentes simulations numériques. Et les quasi-particules ne sont cohérentes que dans une région localisée au voisinage des directions diagonales de la zone de Brillouin. Donc ici, il apparaît des quasi-particules, disons, relativement cohérentes. Mais dans les régions antidiagonales, donc près de π0, de 0π, donc dans ces régions-là, que dans le jargon du domaine on appelle antinodales, il n'y a pas de quasi-particules cohérentes. De manière très concrète, si vous regardez une expérience de photoémission, par exemple dans les cuprates supraconducteurs, ce que vous voyez, c'est que dans les régions nodales, la fonction spectrale, on voit ça aussi dans les calculs numériques, donc si je regarde A de k et de oméga en fonction de oméga à k donné, si je prends un k qui est dans ces régions-là, cette fonction spectrale a un pic, on va faire quelque chose comme ça, donc il signale l'existence d'une quasi-particule cohérente, puisque la largeur de ce pic, c'est l'inverse du temps de vie de ma quasi-particule. Et dans les régions antinodales, eh bien en fait, il n'y a pas de pic, il y a une espèce de patatoïde comme ça, et de manière importante, il y a un offset ici, qui définit une certaine échelle d'énergie, donc un déficit d'excitation, qui est mon échelle d'énergie du pseudo-gap. Alors en fait, ce n'est pas comme ça qu'a été découvert le pseudo-gap, et un des découvreurs du pseudo-gap est assis ici au premier rang, Henri Halloul. La manière dont le pseudo-gap a été historiquement découvert, ce n'est pas en faisant une mesure résolue en impulsion, comme ceci, mais en faisant une mesure de type susceptibilité, en l'occurrence le night shift d'une expérience de RMN. Et donc vous voyez ici, ça c'est un résultat sur YBCO, cuprate supraconducteur pour différents dopages. Vous voyez ici que la susceptibilité magnétique, qui près du dopage optimal suit une loi de Pauli constante en température, eh bien quand on dope le système, quand on va vers le régime sous-dopé, donc quand on se rapproche du demi-remplissage, eh bien il y a un déficit d'excitation qui correspond à une baisse de la susceptibilité magnétique uniforme. Donc on n'a pas une loi de Pauli. Au lieu de tendre vers une valeur constante quand on refroidit le système, la susceptibilité magnétique s'écroule, ce qui est cohérent avec l'idée qu'on perd des excitations, puisque la susceptibilité magnétique mesure une densité d'excitation. Donc on perd des excitations, et c'est les expériences de photoémission résolues en angle qui ont montré
où on les perd. Et donc la région où on les perd, c'est les régions antinodales de la zone de Brillouin, comme vous le voyez ici sur ce graphe qui est une expérience de photoémission sur un autre matériau, où on voit que dans les régions nodales, il y a une belle quasi-particule bien cohérente, et dans les régions antinodales, d'une part, on n'a pas vraiment de pic cohérent, d'autre part, il y a un offset du point d'inflexion ici, du Fermi Edge, qui montre qu'il y a une échelle d'énergie caractéristique qu'on peut interpréter, pas tout à fait comme un gap, le système n'est pas vraiment gapé, mais comme une échelle d'énergie caractéristique qui correspond à un déficit d'excitation. Bon, voilà. Donc je vais m'arrêter là, c'est juste pour vous donner un peu la phénoménologie du problème. La fois prochaine, on verra que pour le régime de couplage faible, on a une théorie quasi analytique de ce phénomène, qui est due, entre autres, à Wilke et Tremblay. Donc on verra ça la prochaine fois. Et on verra comment ça se passe quand on va vers le régime de couplage fort, tout au moins ce qu'on sait de ce problème, à travers toutes ces méthodes numériques que je viens de présenter aujourd'hui. Et puis, dans le séminaire de tout à l'heure, on va entendre aussi parler un petit peu de pseudogap progressant avec les atomes froids. Voilà, je vous remercie. On va prendre une pause de 20 minutes et puis séminaire.